Salut à tous, nouvel épisode ce soir un petit peu particulier puisqu'à la place du Scouting Report habituel, on a réuni toute l'équipe et on va débattre, on va revenir sur nos réussites et surtout sur nos propres erreurs d'évaluation de la draft 2016, une draft dont Ben Simmons était sorti first pick, la draft également de Timothée Luwawu-Cabarrot côté français, même si le premier français c'était Gershon Yabusele. Choisi lors de cette draft 2016. Le principe, c'est très simple. Chacun des membres du podcast est venu avec sa plus grosse erreur d'évaluation de cette draft-là, et on va en tirer des leçons, puisque c'est pas simplement pour s'auto-flageller ou s'auto-congratuler, mais on va tirer des leçons et savoir ce que ça nous apporte dans l'évaluation des joueurs actuels et futurs par rapport, évidemment, à la NBA principalement, puisqu'on parle ici de la draft NBA. Pour ça, tout le monde est là. Je vais vous citer tous à l'affilée. Vous allez me faire un bonjour général. Nico, Ben, Alan, Manu, Romain. Bonjour général. Bonjour. Merci. C'est l'épisode 6 de la saison 4 d'Envergure. On est tous ensemble, on est prêts. Et c'est parti pour un retour vers la draft 2016. Alors, draft 2016, pourquoi? Avant de donner la parole au premier d'entre vous, draft 2016, parce qu'on attend la fin du contrat rookie généralement pour juger, évaluer un petit peu la réussite ou non d'un joueur. C'est-à-dire que l'équipe qui l'a drafté va l'avoir le temps de son contrat rookie. Est-ce qu'elle va le prolonger? À quel prix? Quelle production va amener ce joueur? On ne peut pas juger au bout d'un an, on ne peut pas encore moins juger au bout de 20 matchs, comme certaines personnes le font actuellement. Ça, c'est ça dénonce. Ça dénonce. Il met les doigts dans la prise. On va commencer par Ben, puisque c'est une tradition un petit peu. Ben, donne-moi ta plus grosse erreur de la draft 2016 et ensuite tu nous donneras la leçon qu'il faut en tirer. La draft 2016, c'est une draft où est-ce que j'ai eu beaucoup de réussites et beaucoup d'erreurs. Dans le haut du tableau, la plupart des joueurs sont demeurés un peu sur la trajectoire que j'avais anticipée, les Brandon Ingram, Dragan Bender, Buddy Hield, Taurean Prince, mais un joueur sur lequel, le joueur probablement avec le plus haut profil sur lequel je m'étais gouré, c'est Domantas Sabonis, qui est maintenant un peu le pilier de l'attaque d'Indiana. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, les gars? Oui, moi sur ce que j'ai vu d'Indiana, même si j'en regarde pas énormément. J'aimais beaucoup Domantas Sabonis à Gonzaga. Je trouvais que c'était un bon joueur, mais qui était très dans le moule des vieux pivots collégiaux. Il jouait surtout de dos au panier. Il n'était pas extrêmement long, il n'était pas extrêmement vertical. Et je me demandais comment est-ce qu'on va le faire jouer en NBA. Je voyais pas exactement... Je croyais qu'elle allait avoir une carrière en NBA, mais qu'elle allait avoir cette carrière-là en NBA, ça m'a jeté un peu sur le cul, honnêtement. Je croyais qu'il allait être un joueur de rotation pendant quelques années et éventuellement disparaître parce que je croyais pas que physiquement il allait pouvoir compétitionner avec les gros pivots de la NBA. Visiblement, je m'étais trompé. La NBA a diminué en format et je pense que Domantas Sabonis, en tant que pivot, ailier fort et a plus que le physique qu'il faut pour compétitionner soir après soir. Puis il nous le démontre. Je crois que, si je ne m'abuse, il a 21 points, 12 rebonds et 6 passes décisives par match depuis le début de la saison. All-Star, tout simplement. L'année dernière. Exactement. Ce qui est très intéressant, c'est que Indiana le joue comme pivot à l'attaque et comme ailier fort en défensive, c'est-à-dire qu'il ne va pas garder les plus gros joueurs défensivement, c'est Miles Turner qui va le faire. Et à l'attaque, on va le faire jouer près du panier pour bénéficier de ses talents de passeur. La leçon là-dedans, que Domantas Sabonis, il a été drafté, puis il a été échangé aussi à une équipe qui ne s'est pas vraiment posé de questions sur le fit positionnel. Je crois que le fit positionnel, surtout pour des joueurs de cet âge-là, Sabonis est un sophomore, mais il y avait quoi, 20 ans? Pour un joueur de cet âge-là, c'est pas crucial dans la plupart des cas.
y a eu un entraîneur qui a été un peu créatif autour de lui, puis surtout qu'il avait une idée de ce qu'il voulait faire avec lui. Puis Domantas Sabonis, c'est absolument épanoui en tant que point center et point forward en NBA, un peu à l'image aussi de ce que Julius Randle fait cette année en NBA. Ils sont à peu de choses près le même joueur. Mais c'est ça, je pense qu'on a surpensé. Ben, moi, en tout cas, j'ai surpensé le fit positionnel avec Domantas Sabonis. Il était dans plusieurs line-up absolument éclatés avec Indiana et avec OKC aussi. Il a eu droit à beaucoup de patience et beaucoup d'amour, puis il s'est développé en un joueur que jamais dans 100 ans j'aurais cru qu'il pourrait être. Justement, tu parlais du manque de mobilité. Je pense qu'on l'avait tous constaté à l'époque. C'était tous notre crainte, le joueur qui ne peut pas vraiment défendre au périmètre et qui n'est pas non plus très vertical pour protéger le cercle. Pour toi, c'est quoi qui compense aujourd'hui ces défauts qui n'ont pas disparu? Domantas Sabonis n'est pas devenu athlétique du jour au lendemain. C'est quoi qui compense ça, en fait? Et qu'on a du coup sous-évalué, puisque ça le compense. Je crois qu'il y a une bonne entente et une bonne compatibilité avec Miles Turner. Je crois que Turner est capable de couvrir les plus gros joueurs au périmètre, mais aussi qu'on avait sous-estimé la force physique de Domantas Sabonis, qui est quand même capable physiquement de garder plusieurs joueurs devant lui et qui est très difficile à reculer près du poste bas. C'est vraiment un ours, ce gars-là, dans le fond. Ça, c'est deux choses qu'on a vraiment sous-estimées chez lui. Il n'est pas switchable sur n'importe quelle position, mais il est légèrement switchable. Je pense qu'il peut garder, s'il y a un fusil sur la tempe, de 3 à 5 en NBA. Donc, je veux dire, c'est pas un joueur complet, mais c'est un joueur qui apporte offensivement compense pour ses lacunes en termes de mobilité puis en termes de verticalité, je trouve. Messieurs, est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui avait Domantas Sabonis parmi son top 8, puisqu'on peut dire aujourd'hui que c'est un des 8 meilleurs joueurs de sa draft, sans trop se tromper? Je l'avais 21e, personnellement. Intéressant. Donc, non, pas pour moi. Donc tu l'avais derrière Henry Ellenson ou pas? Malheureusement, oui. Et je l'avais derrière Malik Beasley aussi, qui est une autre de mes belles réussites, mais ça, c'est une autre histoire. Absolument. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur le fait de sous-estimer la force et aussi la compatibilité, même si c'est dur à estimer avant la draft, mais la force d'un joueur, je ne sais pas comment on pourrait l'appliquer aux drafts plus récentes, 2020, 2021. Nico, je ne sais pas si tu as une idée de joueur fort. Wendell Carter Jr. Ouais, j'adore la comparaison. Pour toi, il peut réussir. Enfin, pour l'instant, c'est un peu compliqué, mais. Il n'avait pas de coach avant le début de cette année, donc du coup, on va pouvoir vraiment tester cette année. Il fait déjà des performances qui sont plus intéressantes. Après, sur Sabonis, moi à l'époque, je faisais pas de draft comme vous, mais les seuls échos que j'avais et la seule leçon que j'en ai tirée, c'est de pas donner trop d'importance aux Intel, parce que Sabonis avait une réputation de bagarreur de bar, quoi. C'est le mec qui a à Vilnius, Kaunas, écumait les bars et se prenait des patates dans la tronche tous les samedis soirs, quoi. Donc il y a notamment une histoire avant sa draft où il s'est fait éclater l'arcade, je crois, Ouais, c'est vrai. peut-être une semaine ou 2 semaines avant la draft. Donc ce qui arrive quand on a 19 ans, en fait. Ouais. Oui, en fait, on a le droit d'être con quand on est jeune et on a le droit d'évoluer, surtout quand on se retrouve à Indiana. C'est plus facile que quand on se retrouve à New York ou à Miami. Et moi, la petite leçon que je retiens de ça m'a permis un peu d'équilibrer. C'est-à-dire que tu peux avoir effectivement des Intel un peu dégueux, du moment que ça dépasse pas une certaine limite. Quand c'est à la Porzingis, à la Sabonis, faut aussi s'adapter aux coutumes locales. Absolument. Alors, par coutume locale, Nico bien entendu dire que le bal, t'as tendance à tisaner un petit peu et à être un oiseau de nuit. Pour résumer. C'est ça, puisque toi tu connais bien, tu as
tu as évolué par là-bas. Oh, moi, j'étais plus haut. Moi, j'étais côté finlandais, mais bon, ils sont, le finlandais est plus calme. Il picole tout autant, mais il est plus calme. Ok. Alors, à qui de parler? Bah, Romain, tiens, tu as le micro en main. Non, il est posé sur mon bureau. Le Bird Mais, UM1. le Bird UM1. Il me semble que c'est ça. Alors, dis-moi. Vous êtes plutôt quoi? Plutôt bust ou plutôt sérieux là? Plutôt sérieux. Plutôt un joueur Plutôt un sérieux. joueur que tu avais un peu sous-évalué ou surévalué, quoi. Que tout le monde avait sous-évalué, peut-être. Ah, on va partir sur Malcolm Brogdon alors à ce moment-là. Hmm. Parce que Malcolm Brogdon, ça, en Choisi termes de- 36e, du coup. choisi 36e derrière quelques joueurs cultes comme Rade Zagorac, Tyler Ulis, ou encore Deonta Davis. Qu'est-ce que vous avez contre les nains, monsieur? Absolument rien. Les joueurs de petite taille? Choisi quasiment 10 places derrière Pascal Siakam, qui était déjà, je trouve, une belle réussite par rapport à son niveau de draft. Malcolm Brogdon, à l'heure actuelle, sur la saison en cours, c'est 23 points, 47% à 3 points. Et puis, un joueur quand même globalement plus que rentable et overachiever par rapport au spot sur lequel il s'est drafté, bien entendu. Donc, il a clairement un rendement de All-Star ou presque sur le début de saison. Et par rapport à son spot, je me suis pas penché sur ce que donnaient les 37e choix en général, comme ça, Ouais. gentiment. Généralement, entre 30 et 40, on va dire, il y a un ou deux mecs qui finissent titulaires. Ah, mais Gros. on est au-dessus, Ouais. c'est-à-dire que là, sur l'évolution, sur les contrats, sur sa saison rookie, il est rookie de l'année, je crois. Hein. ouais, il est rookie. Ouais, il a 10 points, 10 points de rebond, 10 points, 3 rebonds, pardon, 4 passes. Il sort d'une saison senior à Virginia où il est incontournable en NCAA. Et là aujourd'hui, il a évolué statistiquement d'année en année. Il a évolué en termes de rôle d'année en année. Et il passe, pour avoir un ordre d'idée de l'importance du joueur aujourd'hui dans le modèle économique NBA, il passe de 875 000 $ la saison à un contrat à 20 millions avec Indiana. Donc, je pense une bien belle réussite d'évaluation et d'intégration à la Grande Ligue. Alors, qu'est-ce que les équipes NBA et qu'est-ce que nous? Parce que même ceux qui l'avaient un peu plus haut, franchement, personne l'avait. L'Autriche, je pense. Je l'avais 30e ici. Ouais. Qu'est-ce qu'on a raté collectivement chez Malcolm Brogdon? Est-ce qu'on a sous-estimé l'institution Virginia, qui donne une éthique de travail, etc. Sous-estimé aussi les outils du joueur? Quel est ton avis, Romain, là-dessus? Il y a peut-être un petit red flag sur sa saison freshman parce qu'il se casse le pied. Il est redshirt sur l'année suivante où il joue pas en fait parce qu'il est en rééducation après la chirurgie, après l'opération chirurgicale qu'il a eue en fin de saison 2012. Donc ça peut jouer parce que ça peut laisser un doute. Après, bon, il montre malgré tout que il fait 12, 14 et 18 au niveau des points. À 3 points, il fait 37, 34, 39, donc ça reste assez solide. Mais peut-être qu'il y a un petit doute à ce moment-là, effectivement, sur la capacité du joueur à passer l'échelon supérieur, pardon, parce que l'échelle supérieure, c'est pas français. Non. À passer à l'échelon supérieur. Donc ça peut être un élément de réponse. Manu, est-ce que tu as une idée de quelque chose? Je sais pas si tu te rappelles de comment tu l'avais évalué à l'époque, mais Malcolm Brogdon, qu'est-ce qu'on aurait pu manquer en fait parmi son skill set? Aujourd'hui, c'est un joueur complet et surtout qui joue beaucoup avec le ballon, parce qu'on pouvait douter de cette utilisation-là au niveau supérieur à l'époque. Moi, c'est pas forcément sur son jeu, mais plus sur l'encadrement qu'il avait à Virginia. Je pense qu'on faut pas sous-estimer c'était dans un espèce de cocon et très 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 bien coaché. À l'époque, c'était voire la meilleure équipe du pays avec l'un des meilleurs coachs.
Et ça, moi, je trouve qu'il faut pas le sous-estimer. Je trouve que c'est ultra important. Je peux dire plus ou moins la même chose avec Sabonis ou à Gonzaga, c'est pareil. C'est une vraie famille, avec Mark Few, où voilà, c'est une vraie équipe et il y a un vrai staff, contrairement à certaines facs qui visent leur respect ou je sais pas trop comment dire ça, sur le futur des joueurs. Suivez mon regard. Oui, on voit bien. Oh là là, et ce soir, on se transforme en émission subversive. C'est sûr, c'est les grosses têtes. Les grandes gueules, n'importe quoi. Alan, qu'est-ce qu'on a manqué chez Malcolm Brogdon? Son tir, je pense. Moi, j'avais pas confiance en son tir. La mécanique était moche pour moi. Je pense que c'était bon, mais je pensais pas qu'il pouvoir tirer comme ça. Autant, aussi bien, je crois que c'est l'un des tout meilleurs shooters au lancer franc de toute la NBA. Là, il était à plus de 10%, si je me rappelle bien. Il prend du sortie de dribble et du pull-up. Il est capable de pull-up, Brogdon, maintenant. Même avec sa mécanique un peu bizarre et son geste peu académique. Il est desservi parce que son geste n'est pas très beau. Et moi, c'est ça qui m'a fait le sous-évaluer, le sous-côté, je pense. Nico, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, désolé. Je disais, c'est ce que je vous dis depuis un an. Donc là, je fais un peu le mec relou. Mais je trouve qu'on dans l'émission en général, on donne trop d'importance à la mécanique. Il met sa main là, il shoot les mecs quand ils arrivent en NBA, ils travaillent dessus et ils arrivent au final, ils se mettent au niveau. Et il y en a très peu qui restent avec des tirs à la Sean Marion. Oui, mais il y a des exemples de types qui avaient une mécanique affreuse et des bons pourcentages et qui du coup ont eu des mauvais pourcentages en arrivant en NBA. Oui, mais je parle de chipoter. Sur Brogdon, c'était du chipotage. Certes, tu as raison. Romain, tu avais un bust aussi. Ouais, il y a une oubliée le bon tireur et le mauvais tireur. Le bon tireur, c'est celui qui met dedans. Voilà. J'avais un bust s'il en est, en la personne de Thon Maker. Bon, qui part, alors attendez, je consulte mes tablettes. Il part en 10 à Milwaukee. Et au final, aujourd'hui, Thon Maker, c'est péniblement une dizaine de minutes à 3 points de moyenne à Cleveland. Pour un joueur qui est à 23 ans, 24 cette année, je pense qu'on s'approche quand même doucement mais sûrement d'une sortie de route, ouais. Une sortie de route, voire peut-être de l'Europe ou de quelque chose comme ça, parce que il n'a malheureusement pas confirmé ce qu'on pouvait attendre et ce qu'on pouvait espérer pour un joueur choisi en 10. Une très bonne Summer League à Vegas en sortie de prep school. 62 matchs la première saison, autour de 4-5 points. La deuxième, pareil. Voilà, ça stagne entre 5 et 6 points. Plus dans des équipes, depuis qu'il est sorti de Milwaukee, dans des équipes un petit peu à la dérive, c'était Détroit, maintenant c'est Cleveland. Bon, c'est pas rassurant. Après, il y a quelques petites choses qui peuvent encore le sauver. Le fait, je pense, qu'il ne soit pas du tout passé par la fac, a peut-être aussi pas forcément aidé son développement. Donc, on peut peut-être encore lui laisser un petit peu de temps, mais ça me paraît malgré tout un petit peu inquiétant pour lui. Ben, est-ce que tu as une leçon à tirer de Thon Maker, quoi? Je sais pas si vous vous rappelez, les gars, mais les gens étaient devenus complètement fous avec Thon Maker avant la draft. Je sais pas, je crois que c'était avec vous qu'on avait interviewé un skill coach qui avait dit que les workouts de Thon Maker faisaient le tour des gyms de la NBA, que tout le monde voulait travailler avec lui, et blablabla, blablabla. Et la vérité, c'est que Thon Maker avait signé avec Jeff Schwartz comme agent, qui était à l'époque l'agent de Jason Kidd, qui était le coach de Milwaukee et un très bon ami du propriétaire. Et il a fait une tournée promotionnelle de Thon Maker. Je veux dire, il faut toujours se méfier quand un joueur monte dans les ratings pour absolument rien. Parce que je me rappelle
très bien cette année-là, lorsqu'on faisait des podcasts, les gars, on l'avait tous unilatéralement au deuxième tour. Il a été vendu, son potentiel a été vendu beaucoup, beaucoup plus cher que ce qu'il était prêt à livrer par Jeff Schwartz. Et je veux dire, je vais retrouver l'article pour qu'on partage sur Twitter. Il a même fait venir en avion Howard Beck pour écrire un article sur lui, puis sur son potentiel, puis sur l'idée que tout le monde à Milwaukee était en amour avec lui. Il y avait une ruée vers l'or. Tout le monde avait complètement perdu le nord à propos de Thon Maker. Une ruée vers le thon. Mais c'est pas très écolo. Oui, donc Thon Maker, il avait du potentiel. C'est surtout qu'il n'a pas progressé, puisqu'il a toujours ce potentiel de mec plutôt mobile. Il n'y a pas d'évolution. Il est sur des standards qui ne bougent pas en fait. Alors c'est bien, il a un niveau plafond, mais un niveau plancher, je veux dire, pardon. Mais bon, ce qui serait bien, c'est qu'il ait un petit peu plus. Après, c'est dommage parce que sa participation là, avec l'équipe d'Australie au qualif de la Coupe du Monde en 2019 sont pas inintéressantes. Il est à 10,9 rebonds ou 10,8 rebonds, quelque chose comme ça. Il est comme international dans un pays qui est très basket. Hein. L'Australie, ça reste une référence au niveau international. Donc ouais, c'est un petit peu frustrant et dommage pour le bonhomme. Est-ce qu'il c'était ce tournoi-là ou est-ce qu'il s'est battu avec le banc complet de l'équipe des Philippines? Ça pourrait. Pas il y a 2 ans, mais ça pourrait. Les grandes Philippines d'André Blatch, tu veux dire? Absolument. Et de Reynaldo Balkman, légende des Knicks. Absolument. On va rester dans les busts puisque je crois que c'est Nico qui a choisi un bust aussi pour son exemple d'erreur d'évaluation. Dragan Bender. D'ailleurs, un nom qui fait frissonner tout l'Arizona. Ouais, c'est un peu ça. Bon, elle est facile celle-là. Quel est le point commun entre Dragan Bender avec Kristaps Porzingis, Chris Paul, Russell Westbrook, Chris Bosh, Dikembe Mutombo, Rashid Wallace et Lamar Odom? La bagarre dans les bars, non? Non, on a déjà fait tout à l'heure. Ah, j'aurais pu rajouter Jaren Jackson Jr. Et ils ont été sélectionnés en numéro 4 de la draft. Voilà. Oui, donc il a moins bien réussi que les autres, c'est ça que tu veux dire? Ouais, un peu moins bien, ouais. Le fantasme croate. Et je l'ai choisi parce que en fait, les raisons de son échec, elles sont tellement multiples que c'était super intéressant de se plonger là-dedans. Alors, avec le recul, tout le monde aime bien accuser les Suns, à dire oui, il y a que les Suns pour faire une bêtise pareille et tout. Je me suis replongé dans les mock drafts et dans les articles. Tout le monde était chaud sur lui. Il était annoncé comme un potentiel top 5. Les gens parlaient de lui comme quelqu'un qui avait le potentiel pour devenir une star, un 7-footer qui était capable de tirer, de dribbler, de faire des passes. Donc franchement, là-dessus, on peut dédouaner les Suns. Qui sont tous tombés amoureux du joueur. Et donc, pourquoi ils sont tombés amoureux? Alors, comme je l'ai dit, le fantasme. On est en plein dans l'Euromania avec Nowitzki qui a été champion NBA en 2011, Gasol en 2009 en 2010, Tipeee en 2014 et Porzingis a été drafté l'année d'avant, lui aussi en 4. Et il a fait une année rookie de ouf. Exactement. C'était un gros facteur que le Porzingis mania, là, c'était un énorme facteur dans son rang de draft. En fait, je pense que les Suns ont eu peur de passer encore à côté d'un phénomène. Et du coup, ils ont voulu y croire. La seule, alors ils ont voulu y croire et ils ont été bien aidés par la stratégie de l'agent de Dragan Bender, qui était Monsieur Balducci, qui a eu Jassikevicius et qui était avant malheureusement de nous quitter, qui était l'agent de Denis Avdija et de Théo Malédon. J'ai parlé avec un proche de Balducci qui me disait qu'en gros, l'agent avait pas eu l'impression de tricher, mais qu'il avait eu l'impression de très bien jouer le jeu pour Bender, c'est-à-dire en ciblant 6-7 moments dans l'année, en disant aux joueurs, sois bon à ces 6-7 moments, le reste de l'année,
Les mecs viendront pas te voir. Et donc voilà, ils ont amené ça un peu, ils ont surfé sur Porzingis, clairement. Ils ont caché certains défauts parce que la principale différence, et là où il est pas du tout comparable avec Porzingis, c'est dans la mentalité. Dragan Bender a pas le mental d'un winner. Il a fait des déclarations un peu à la Boris Diaw, quoi. Moi, je préfère faire des passes que marquer. Dunker, c'est pas esthétique. Donc forcément, voilà, c'était un peu en plus un intello, un mec qui avait la tête sur les épaules et il a eu un peu l'impression d'arriver dans un monde de bourrin en NBA, un monde qui lui convenait pas forcément. Et on peut rajouter à ça que les Suns, les projets de développement de joueurs, c'est pas leur force et que ils ont pas tout fait pour que Bender puisse atteindre le niveau que tout le monde aurait aimé voir en lui. En draftant Marquis Chris, notamment, la même année. Ouais. Parce que si on peut pas les excuser pour l'avoir pris en 4, on peut peut-être leur dire que c'était pas bien de monter, prendre Chris en 8. Parce que ça aussi, en lâchant le Bogdanovic et compagnie. Mais bon, Quand on sait que je le dis. Alan, implacable historien de la draft. Non, mais Implacable. Il a mis son monocle, tu sais. Moi, je suis Oh là là. je suis pas avocat des Suns, hein. C'est juste que vraiment j'ai essayé d'être le Ouais, plus neutre possible. T'as raison. Parce qu'on tape souvent sur les Suns et là-dessus, bon, ils ont pas tout faux. Il y a une partie, par contre, qui aurait dû, c'est sûr. J'ai oublié ce que je voulais dire. Ok. En attendant que tu retrouves peut-être Ben, tu voulais dire quelque chose sur Bender. Ouais, ben c'est un autre cas, je trouve, où tout le monde a complètement perdu le nord. J'avais eu l'occasion de regarder des matchs de Maccabi Tel Aviv cette année-là et il jouait garbage time. Ouais. Dragan Bender, il jouait 11 minutes par match, je crois. Ses tirs qu'il prenait, c'était en catch and shoot, c'était pas gardé. C'est pas qu'il n'avait pas le potentiel, c'est que je pense qu'il voyait beaucoup dans les choses que Dragan Bender démontrait. C'était chronique d'un désastre annoncé. J'avais très très peur pour le jeune homme, puis tous mes peurs se sont confirmées depuis. Nico, est-ce qu'il y a une leçon vraiment que tu as pu appliquer sur les évaluations récentes 2020 ou peut-être 2021 à venir? La taille, la mobilité, l'aisance, le shooting, passing sur le papier, c'est vrai que on signe tout de suite. Mais au final, l'importance de la qualité du mental, de la capacité du gars à se faire mal est un facteur prépondérant, je pense, surtout dans les profils comme ça. Alan, est-ce que tu avais Bender haut comme tout le monde? Est-ce que tu avais déjà un classement? Je sais pas si t'étais... Non. C'est la première draft où j'ai fait des podcasts dessus, mais c'était pas mes sièges. Non, j'avais pas Bender haut. Mais parce que, pour être très honnête aussi, je l'avais pas regardé. Ah oui. Ah, voilà. Et oui, l'honnêteté avant tout. Facile. Alan Donc, Guillot, l'honnêteté et le mobilier. Ça, c'est Est-ce qu'on peut préciser que c'est pas le seul? Parce que au final, il a beaucoup évolué en deuxième div israélienne. Il y a très peu de scouts NBA qui se sont déplacés sur place pour le voir jouer en live. C'est vrai. Est-ce que quelqu'un d'autre a une leçon sur l'ami Dragan? Ben, peut-être pas une leçon, mais ce qui est intéressant avec Porzingis, c'est qu'il était disponible à la draft 2013. Il a décidé de prendre une année de plus et de sortir à la draft 2014. Je pense que, je veux dire, le côté freshman, c'est peut-être un peu surévalué. L'âge, c'est un peu surévalué. Je pense que si un joueur se sent pas prêt, c'est peut-être bien qu'il reste une année de plus. Ah, ça c'est intéressant comme débat. Je sais pas si Nico est d'accord, mais je sais que l'âge, c'est un de tes critères principaux. Oui, clairement. Mais la comparaison avec Porzingis, elle ressort sur plein de domaines. Et Porzingis, Bender était plus prêt plus tôt que Porzingis. Mais Porzingis, il était en couveuse en Espagne. Ils ont vraiment pris le temps. Avec Bender, je pense que tout le monde l'a vu trop tôt, trop beau. Et finalement, la marge de progression, qui est aussi un facteur important, a été oubliée dans ce cas-là parce qu'il n'a pas évolué sur ses skills depuis 2016. On retrouve aussi l'importance de la force, comme on disait tout à l'heure un petit peu.
Ouais. Bender, il a toujours explosé au contact. Ben, c'est un bon point, Alex, parce qu'il avait beaucoup de difficultés à rester sur le terrain les 2 premières années. Il prenait des fautes continuellement. Oui, c'est important donc, oui, des joueurs forts qui se font pas arracher les ballons. C'est pas dans les stats ça, mais qui se font pas arracher les ballons, qui explosent pas au contact. C'est pas forcément évident. Manu, c'est à toi. Qui est ton joueur et quelle est ta leçon? Mon joueur, c'est Jalen Brown. Donc aujourd'hui au Celtics. Donc à la fac, c'était un joueur qui était assez bouncy, qui faisait vraiment des gros tomards, mais qui avait un gros manque de shoot. C'était sa plus grosse faiblesse au soir de la draft. Et du coup, il avait un peu de mal à shooter, que ce soit à mi-distance ou à 3 points, notamment en sortie dribble, etc. Et arrivé à Boston, donc il part en droit, on voit un joueur qui s'est métamorphosé. Et ma leçon, en fait, avec lui, c'est plus au niveau un peu le mental, mais surtout sur la connaissance de soi-même. Je me rappelle des interviews pré-draft qu'il faisait avec les médias. Il racontait souvent que il y a une phrase qui m'est restée en tête depuis. Il avait dit beaucoup se prennent pour Kobe ou T-Mac, mais personne ne travaille comme eux le font. Et du coup, il a toujours dit que son shoot c'était vraiment la plus grosse chose à qu'il devait travailler. Et il prenait un exemple justement sur ses joueurs, sur le travail, la work ethic qui était ultra important. Et du coup, il a montré, il est aussi tombé dans la bonne situation, je pense, où au fil des années, il a évolué assez formidablement sur le shoot, notamment à 3 points, où il est passé de 34% à sa saison rookie je vais peut-être plus prendre la saison dernière, où il termine à 38%, avec une progression aussi sur la prise de shoot, où il prenait entre 1 et 2 shoots à 3 points sur sa saison rookie, et l'année dernière, il était quasiment à 6 par match. Donc c'est assez énorme, et au final, c'est pas forcément un bust, enfin c'est pas une erreur de jugement que j'avais sur lui, c'est vraiment le fait où il m'a impressionné, c'est qu'il a réussi à progresser, mais vraiment d'année en année, et on l'a vu sur le terrain. Et honnêtement, je pensais qu'il allait réussir n'importe où, mais je pensais pas qu'il allait réussir aussi vite. Et c'est vraiment, moi, ce que je retiendrai là-dessus, c'est vraiment ça, cette intelligence générale qu'il a eue sur lui, de savoir ce qui lui manquait pour réussir, en fait. C'est intéressant parce qu'on parlait tout à l'heure Nico parlait d'un Bender un peu intellectuel, etc. Jalen Brown était vu comme ça aussi à sa sortie de la fac déjà. Hein. Aujourd'hui, c'est un des joueurs les plus engagés, qui a le plus d'opinions de la NBA, mais qui montre le plus ses opinions et qui s'exprime là-dessus, qui est conscient du rôle social qu'il a à jouer, etc. Mais Jalen Brown, c'était quelqu'un qui était vu un peu comme l'intellectuel, qui, je sais pas s'il faisait déjà de la philo, mais voilà, il jouait aux échecs. Et pas d'argent aussi. Pardon? Pas d'argent aussi. Pas d'argent. C'est vrai. Et ça, c'est quelque chose, il sortait un peu du lot là-dessus, mais du coup, il avait pas cet aspect un peu soft, si on peut dire, de Dragan Bender, quoi. Il savait où il voulait aller, il savait ce qu'il fallait faire pour y aller. Romain, comment on peut évaluer le mental d'un joueur? On avait eu un podcast là-dessus sur les stats psychologiques, mais comment toi, tu ressens ces évaluations-là, en fait, qui sont, on s'en rend compte tout au long de la liste, et on le savait déjà, et on le répète souvent, prépondérantes, et c'est sans doute le critère numéro 1 d'évaluation. Je suis pas forcément expert en la matière, parce que moi j'ai tendance à dire que on arrive aujourd'hui sur des niveaux de connaissances dans tout ce qui gravite autour du sport, avec des vraies expertises. Donc je vais donner un avis, mais qui sera partiel et certainement pas totalement juste au regard de ce que pourrait te donner un préparateur mental ou quelqu'un spécialisé dans le développement Évidemment. pourrait te répondre. Mais Voilà. si je te demande, c'est parce que toi, tu les fréquentes professionnellement aussi, donc tu as appris... Ouais, moi je dirais que les critères sur lesquels je m'arrête sont très souvent liés à du verbal, à du non-verbal.
Parce que il faut toujours faire la distinction entre les discours d'intention, parfois très très formatés et très préprogrammés, des gens qui veulent tout donner pour le maillot, ceci, cela. Bon, pour moi, très souvent, c'est des conneries, parce que quand on gratte, ce qu'il faut, c'est gratter, voir ce qu'il y a derrière. Donc il y a vraiment dans la rhétorique, dans la façon de s'exprimer des gens, dans la façon dont les gens vont être capables de formuler leurs projets. Je dirais que quand j'échange avec des joueurs ou des joueuses, c'est plus ça qui va m'intéresser, c'est voir ce qu'il y a un petit peu derrière cette espèce de discours de façade. J'ai souvent eu, moi, la discussion avec les jeunes joueuses que j'ai pu avoir en équipe de France. Moi, chaque fois qu'une me dit je vais tout donner pour le maillot, oui, mais quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire concrètement? Qu'est-ce que tu vas apporter concrètement? C'est vraiment être capable d'aller chercher ça. Après, il y a une façon encore plus simple d'évaluer les gens, c'est de voir comment ils se comportent sur le terrain. C'est-à-dire, il faut toujours faire la différence sur des choses toutes simples. Par exemple, une valeur, on va dire de tel ou tel joueur qu'il est arrogant, qu'il est hautain. Il faut toujours faire la différence entre ça et la détermination. Parfois, ce qu'on prend pour de l'ego, c'est simplement un très haut niveau de détermination. C'est un exemple parmi tant d'autres. Les réactions, vous avez des joueurs desquels on va dire il est pas capable de s'exprimer, il parle peu. Non, c'est qu'il y a des gens dont le moteur et dont les aspects motivationnels sont pas liés à une capacité à s'exprimer. Quand je dis à s'exprimer, c'est à verbaliser des choses verbalement ou à montrer des émotions. Quelqu'un comme Kawhi Leonard, en fonction du contexte dans lequel on évalue, on peut très bien avoir des gens, on va dire, entre guillemets, non avertis ou non experts qui vont se poser la question de se dire le mec ne montre rien, pourquoi? Qu'est-ce que ça cache? Et on peut prendre ça pour du manque de confiance, on peut prendre ça pour la timidité ou pour une armée de critères de comportement différents. Donc c'est toujours très très complexe, en fait, de pouvoir évaluer ces choses-là, mais ce qui ne trahit jamais, c'est les situations de difficulté sur le terrain. C'est-à-dire que le leadership, c'est pas forcément être vocal, brailler et compagnie. Le leadership, c'est aussi parfois ce que disent souvent les scouts ou les coachs NCA, c'est lead by example. C'est-à-dire que c'est l'attitude qui va aussi montrer le leadership. Donc il y a toute une gamme, je veux dire, un spectre d'éléments à soit à prendre en compte, soit à regarder. Je pense que en fonction de sa sensibilité perso, c'est aussi quelque chose qui joue, faut pas l'oublier. Je ne regarderai jamais un joueur de la façon dont tu le feras, puisque de toute façon, intrinsèquement, nos sensibilités, nos personnalités font qu'on ne regardera pas les mêmes choses et on ne sera pas sensible aux mêmes choses en termes de réaction. En résumé, je dirais que c'est... J'ai pas répondu à la question, en fait. Si, un petit peu. Par quelques aspects. Je pense me présenter aux législatives bientôt, parce que je travaille sur... Quelle circonscription? Je vais trouver une circonscription volée parce que je travaille sur l'éloquence et voilà. Non, mais blague à part, c'est quelque chose de très complet et j'aime beaucoup échanger sur le sujet avec mes collègues et également avec des gens dont c'est le métier. J'ai hâte d'avoir la réaction par exemple, de Guillaume Vizade, le coach de Vichy Clermont, qui nous écoute très régulièrement et puis qu'on essaiera de faire venir depuis le temps qu'on lui promet. La réaction de Guillaume Vizade par rapport à ça, parce que c'est quelqu'un qui a une sensibilité de ce côté-là sur l'évaluation des gens aussi. Avant de te redonner la parole, Manu, Nico, pour tout ce qui est mental aussi, il me semble avoir... je peux renvoyer vers une vidéo où tu parles de ton métier d'évaluateur, scout, etc. Pour le mental, il y a aussi simplement regarder comment la personne se comporte dans les moments importants. C'est juste ce que je viens de dire. Oui, mais c'était pour aller plus loin là-dessus. Oui, mais toi, tu as parlé du match en général, etc. Lead by example. Mais là, je te parle vraiment de regarder. Sur et en dehors du terrain, ouais. Sur et en dehors du terrain. Voilà. Là, je te parle des 5 dernières minutes d'un match serré, par exemple. Les jeunes joueurs ont aussi le droit d'évoluer sur ce plan-là. Il y a de plus en plus de joueurs qui prennent des coachs mentaux. Je pense que là-dessus, Romain sera d'accord avec moi. La meilleure place possible quand on va voir des jeunes, c'est derrière le banc. Parce que voire même, si on veut affiner un petit peu, derrière la table de marque, du côté du banc visiteur, surtout à Cholet, ça marche très bien. Ouais, c'est une petite private joke pour le nombre de soirées mémorables avec Charlito qu'on a passé à Cholet. Et Charlito, la mascotte de Cholet Basket, bien sûr, qu'on salue au passage. On salue, tout à fait. Et donc oui, la manière, tu vois, le tournoi Euroleague Junior, à partir du moment où un gros prospect sort, tu vois la tête de tous les scouts, tout le monde on regarde plus le terrain.
On regarde comment est-ce qu'il va taper dans la main de son coach, est-ce qu'il va discuter, est-ce qu'il va faire la gueule. C'est pas tout, mais c'est des choses qui en disent long, et surtout dans les moments chauds, parce que dans les moments chauds, il y a plus de, on fait pas semblant, on est soi-même. Et après, ça veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Moi, j'ai l'habitude de dire, on a toujours besoin d'au moins un connard par équipe. Donc du coup, si un mec, il a été identifié comme ça, on sait que on va le dire là, on va travailler sur Rocco Percacin. Rocco Percacin, humainement, waouh, c'est 0 sur 20. Hein. Mais Draft 2021, oui, ceux qui suivent et pas. c'est pas pour ça qu'il sera pas drafté. Il faut. Pour les gens d'origine croate qui nous écoutent, nous pouvons vous donner l'adresse de Nico sans aucun problème. Vous réglerez vos comptes avec lui. Il n'y a pas de problème. Oui, ça va être quelque chose à prendre en compte dans l'évaluation, mais pas trop. Il y a différents profils dans une équipe, c'est ça que tu voulais dire. Exactement, tout à fait. C'est à prendre en compte. Et pour moi, le soir de la draft, bon après, je suis très porté là-dessus, mais il y a le fit sportif, mais il y a aussi le fit psychologique. Si vous avez une équipe avec Dennis Rodman et Rashid Wallace, eh ben, vous draftez pas Rocco Percacin. Mais par contre, si vous avez une équipe un peu soft, qui a besoin d'un mec qui va mettre des tartes dans la tête de ses coéquipiers, eh ben, il faut le prendre. Ouais, absolument. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et assez difficile à identifier puisque les joueurs bougent beaucoup en plus, donc assez compliqué à identifier. La construction d'équipe Manu, Jaylen Brown, qu'on n'imaginait pas réussir aussi bien, aussi vite, tu disais. Est-ce que tu t'es servi de cet exemple-là pour modifier des évaluations plus tard? Est-ce que tu as des exemples dans les drafts plus récentes? J'ai un exemple sur la draft qui va arriver. C'est Scotty Lewis de Florida, qui est un peu le même prototype de joueur. C'est un joueur très intelligent aussi. Genre, par exemple, pendant les différentes émeutes ou problèmes raciaux qui s'est passé aux États-Unis pendant la crise sanitaire sur l'intersaison, il a beaucoup participé à des manifestations, il a beaucoup participé à cette prise de parole. Et c'est quelque autre chose qui me dit qu'il est intelligent et qui connaît un peu ses limites, c'est le fait qu'il a décidé de revenir à Florida. Il a décidé de refaire une deuxième saison. Et on voit qu'il est quand même mieux utilisé par son coach et il est moins foufou lui-même sur le terrain. On voit qu'il a changé et qu'il a compris plus de choses. Intéressant. Scotty Lewis, donc, qui est un joueur ultra athlétique, comme l'était Jaylen Brown, un peu plus petit, et dont on va être amené à parler dans les évaluations pour la draft 2021. Mais c'est intéressant de donner ce nom maintenant, puisque c'est vrai qu'avant sa saison freshman, il était prêt dans le top 20 de tout le monde. Et puis il a baissé puisqu'il a fait une sale saison. Manu, est-ce que tu avais d'autres leçons avec d'autres joueurs ou est-ce que on passe à Je vais juste rajouter un truc par rapport à ce qui a été dit avant, c'est sur comment dire ça, le ressenti visuel. Nico disait j'aime bien regarder ce qui se passe sur le banc. Moi je suis exactement pareil, mais j'aime bien aussi regarder ce qui se passe avant la rencontre et c'est l'échauffement, où on peut voir déjà l'attitude du joueur, s'il est un peu je m'en foutiste ou s'il est déjà focus sur le truc. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien regarder. C'est ce que j'avais fait un peu sur... c'est très vieux, Nico s'en rappellera peut-être, où on s'était croisés pour la première fois. C'était à Final Four 2016, 16 je crois, à U18 de Rennes, où il y avait Killian Hayes. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et je me rappelle, c'est Kevin qui m'avait dit regarde un peu Killian Hayes à l'échauffement, tu vas voir, il y a des trucs qui vont pas. Et effectivement, on voit le mec qu'on avait strictement, mais rien à foutre. Où il faisait des exercices, genre, par exemple, des montées de genoux ou quoi, où il faisait rien, il trottinait, en fait. Et ça, c'est quelque chose, pour moi, c'est ultra important parce que si t'es pas focus sur, dès le début, même si c'est qu'un échauffement, et c'est quelque chose qu'avait dit aussi Romain dans les années précédentes, c'est que tu sais jamais qui regarde. Tu sais jamais qui y a dans la salle. Et du coup, si déjà t'es pas concentré dès le début, avant que même le match commence, franchement, pour moi, c'est pas rédhibitoire, mais presque. T'es pas professionnel, quoi. Bon, en l'occurrence, Killian Hayes, ça avait bien sorti jusqu'ici, même si malheureusement il s'est blessé récemment, ça y est pour rien. Parce que voilà, Oui, bien sûr. Alan, c'est à vous. C'est à moi.
Alors qui et pourquoi et quelles leçons? Moi, c'est Jamal Murray. Et avoir raison, mais pour les mauvaises raisons. Et je pense que c'est un truc. Tu as parlé, pas juger après 20 matchs tout à l'heure les rookies. Et je veux pas sortir tout de suite mon AK-47, hein, mais les gens qui disent ah j'ai raison sur un tel rookie, en fait des fois c'est pas vraiment pour les bonnes raisons. Oui, ils ont raison, mais c'est pas ce qu'ils avaient vu ou ce qu'ils pensent avoir vu qui fait que ça marche. Et pour moi, avec Jamal Murray, c'est le bon exemple et c'est surtout une leçon sur les one and done qui vont dans les gros programmes. Donc en fait, donc les joueurs comme Jamal Murray, grosse saison à Kentucky, grosse saison au shoot. Moi, j'étais très haut sur lui parce que j'adorais son tir, mais je pensais pas qu'il allait devenir ce meneur de jeu en fait, très très fort sur pick and roll parce qu'en fait, on l'avait pas vu faire ça à Kentucky. J'ai recherché dans les stats. 89% de ses tirs à 3 points venaient d'une passe. Donc, il prenait 11% de ses tirs en sortie de dribble. Quand tout le monde a vu Jamal Murray dans la bulle et le voir NBA, il prend beaucoup de tirs en sortie de dribble, il joue beaucoup de pick and roll. Ça, on n'avait pas pu le voir, en fait, à Kentucky. Donc, dire qu'on était très haut sur Murray et qu'on pensait qu'il allait être ce meneur dominant, c'est pas possible, en fait, parce qu'on l'avait pas vu. Pour ça que ça m'amène à dire que pour les gros freshmen one and done, et mes deux exemples, c'est Murray et Tatum, il faut les regarder dans d'autres contextes très jeunes. Et il faut pas tirer 90% de son évaluation d'un joueur sur sa seule saison NCAA. Il faut regarder aussi du FIBA et même du lycée, si on peut, parce que ils n'ont pas les mêmes rôles dans chacune de ces situations, de ces contextes. Et on voit des types de joueurs différents qui réagissent à des types de collectifs, des types de construction d'équipes différentes, et ça permet une évaluation plus globale. C'est-à-dire que oui, on pouvait adorer Jamal Murray ou Jason Tatum, mais en fait, s'ils sont si forts que ça, c'est pas avec ce qu'ils avaient montré en NCAA, c'est ce qu'ils avaient montré dans d'autres types de contextes. Donc voilà, c'est sur ça que j'ai raté et que je travaille depuis avec vous. Alan, est-ce que tu as retranscrit ça sur tes évaluations récentes? Bah, oui, j'essaye de le faire. J'essaie de le faire notamment avec un joueur qui a pas joué encore. C'est Jalen Green. Il y a un article qui va sortir prochainement que je viens de finir au moment où on enregistre sur Jalen Green, où en fait j'ai essayé. Je pense que si ça se passe mal en G-League et tout ce qu'il si il a des mauvais passages en G-League, beaucoup de gens vont juger le joueur sur son passage en G-League pourtant, je pense qu'on peut tirer autant de choses sur lui à son âge, de toutes ces compétitions FIBA qu'il a fait, il en a fait 3, et de comment ça s'appelle, ses matchs de lycée. Et un autre joueur, c'est PJ Washington. PJ Washington qui avait à Kentucky durant sa première année un rôle pas exceptionnel, mais dans sa deuxième année, il a eu le même rôle qu'il avait eu avec Team USA dans une des équipes. Ce rôle de potentiellement stretch 5, playmaker au poste 4-5. Et donc, c'est voir dans différents contextes, ça m'avait permis d'être plus haut que la moyenne, je pense, sur PJ Washington. Absolument, on l'adore. PJ qui s'éclate avec LaMelo Ball en ce moment du côté de Charlotte. PJ Washington, donc qui était avec Kentucky comme Jamal Murray, dont tu as parlé. Ce qui m'interpelle un peu, Ben, je vais te faire réagir là-dessus, c'est le fait que Jamal Murray n'était pas vraiment un meneur à Kentucky, il l'est devenu. Est-ce qu'on surévalue la création des joueurs? C'est-à-dire, moi, j'ai beaucoup d'exemples à chaque fois de joueurs qui, au début, on se dit, quand on les évalue en NCAA, on dit oui, mais ils font pas de passes, etc. Mais par contre, ils provoquent beaucoup de fautes, ils vont au cercle. Est-ce que c'est pas un truc qui s'apprend beaucoup plus facilement que le reste? Je vais dire des banalités, mais que de faire la différence sur un contre 1, par exemple. Ben, oui et non. Je crois que c'est tout dépendant du contexte. Un joueur ne va pas être amené à créer énormément pour lui-même ou pour les autres. Jamal Murray est un meneur, mais on parle d'une équipe ici qui se fie à Nikola Jokic pour organiser
pour organiser son attaque, c'est Nikola Jokic qui a le ballon d'habitude. Donc, Jamal Murray, ce qu'on lui demande beaucoup, c'est de faire des points. C'est de faire des points, de créer de l'attaque, parce qu'on parle d'une équipe qui, offensivement, n'est pas dotée de plusieurs personnes qui peuvent faire ça de manière massive. Mais un peu peut-être, je veux dire, si un joueur arrive dans une équipe où il n'y a absolument aucune création, où est-ce que personne n'est capable de créer pour ses teammates, là, il va y avoir un problème si ce joueur n'est pas capable de faire ça. Mais je pense qu'on surestime peut-être un peu, parce que dans plusieurs équipes, il y a plusieurs options. Puis la position de meneur est une des positions avec le plus de profondeur en NBA. Donc peut-être un peu, oui. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres leçons à tirer de cette draft 2016, les uns les autres? On va juste oublier que je croyais que Stephen Zimmerman allait être le plus grand stretch four, le prochain grand stretch four de la draft. OK, tout le monde, ça s'est jamais passé. Ouais, on va citer des... Et moi, Ben Bentil. Ben Bentil, oui, absolument. Oui. Qui prenait 35 shoots par match le psychopathe de la Summer League. Aujourd'hui, Pardon, Alan? J'ai pas entendu. Ouais. Il passait par Chamorance. Ben Bentil. Et on se rappelle, Ben disait de sa Summer League, hein, Ben, où il prenait 50 tirs par match, quoi. Avec Boston, je crois. C'était incroyable. Exactement. C'était magnifique. Romain, Manu, Nico, pas d'autres leçons à tirer de cette draft 2016? Alors, un petit, juste, souvent, les gens pensent que les scouts n'ont pas le droit de se tromper. Il n'y a pas de scout qui a bon à 100% des cas. Les mecs qui ont écrit les rapports sur Stephen Curry, oui, ils ont honte, c'est sûr, mais en même temps, personne n'a de boule de cristal. Donc du coup, se tromper, je trouve que c'est la meilleure chose qui peut arriver à un jeune scout quand il comprend pourquoi il s'est trompé, et pouvoir mettre en perspective ses erreurs. C'est top. Moi, j'adorerais qu'on fasse ça sur toutes les conneries que j'ai fait. Hein. J'en ai fait beaucoup. Parce que je trouve que ça permet d'être un meilleur scout après. Voilà, c'est la phrase philosophique du jour. Je vous souhaite une bonne soirée. Comme m'a dit l'assistant GM d'une franchise que je connais plutôt bien, scouter, c'est rayer des noms. C'est beau. C'est très bon, ça, j'adore. Eh bien, voilà. Nous n'avons pas rayé de noms ce soir, mais nous avons appris ensemble de nos erreurs, et c'est ça le plus important. Oh là là. Le plus important, c'est qu'on soit encore amis. La bienveillance est très importante chez Envergure. Merci beaucoup, messieurs, pour cet épisode riche et qu'on pourra ressortir. Merci à tous les 5, 6, je sais plus, 5. Et puis on vous retrouve très bientôt. Un article à lire, Adidas Next Generation de Valence, le bilan avec les forces, les joueurs qui ont surpris, les joueurs qui ont confirmé, les joueurs qui ont un peu déçu, et puis article à venir, celui d'Alan sur Jalen Green, le phénomène de G-League qui est attendu dans le top 5 de la draft. Est-ce qu'il le vaut vraiment? Ça sera sur notre site envergure.co, comme tous nos podcasts, et pour nous écouter, c'est soit sur le site, soit sur votre plateforme d'écoute. Vous vous abonnez, vous n'oubliez pas de vous abonner, et vous mettez des étoiles si vous aimez bien. Voilà. Gros bisous tout le monde, à bientôt. Ciao.